Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes. Bonsoir, professeur Emmanuel Deportes. Bonsoir, Georgette Mboumé. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International et un bonsoir également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde sur YouTube. Voilà. Alors, de quoi est-il question ce soir? Alors, ce soir, nous allons parler de la spiritualité et l'être intérieur. C'est-à-dire apporter un rapprochement entre le nous intérieur, et puis la spiritualité, qui est un mot assez vulgaire. Et puis, à la deuxième partie de la chronique, nous allons revisiter le concept de Dieu, la vie et l'homme. Parce que ça doit compléter des éléments de la première partie de la chronique pour mieux asseoir une réflexion qui permettra à ce que ceux qui nous suivent, en partageant avec nous, peut-être soit sur YouTube, vont faire des commentaires, soit par SMS, et ils vont réagir, parce que nous sommes là dans un rendez-vous d'échange. Voilà. D'accord. Au programme, vous aurez votre chronique en deux parties, la réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement, voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 40. La spiritualité et l'être intérieur. Dans la recherche du bonheur, l'homme est confronté parfois à ces chaos qui vont dans tous les sens. D'où l'origine de toutes ces confusions. Parce que l'homme tient à bénéficier des atouts organisationnels sociaux qu'il s'est fondés dans une société définie en capitalisme, socialisme et puis communisme, pour maîtriser des turbulences dont il a toujours été sujet. Longtemps en Afrique, il y a eu d'autant de kermesses que de simples rencontres festives organisées solennellement pour tout type de divertissement, comme côté naturel de chez n'importe quel peuple. Mais en tout cela depuis toujours, la seule valeur qui soit indiscutable pour l'homme noir, c'est l'homme. Ce fut l'ère où le matériel ne comptait que peu, sans risque de nous tromper dans notre continent. La vie n'était pas penchée sur les biens matériels tel qu'il en est le cas de nos jours. Une époque d'or en somme. Outre l'époque ténébreuse qui date de l'esclavage en passant par la colonisation, aujourd'hui la néocolonisation, où l'existence d'un être humain semble être parfois sans objet au profit de la matérialité de la vie. À première vue, la perspective épistémologique de la spiritualité semble concerner uniquement la religion et la philosophie, consistant à concevoir la spiritualité comme l'opposé à la matérialité. Une approche qui semble trouver quasiment le même répondant en métaphysique. Il s'agit donc de deux notions nettement contraires, renvoyant à deux semblables d'évidence parfaitement séparés. Ces ensembles, sans obéir à un quelconque couloir, se distinguent en deux dimensions qui s'entremêlent, l'irréel et le réel. En d'égale partie, l'un est pareil comme l'autre, avec la seule différence que tous les deux se confondent en un phénomène, l'invisible et le visible. C'est à ce niveau que s'établissent l'ordre spirituel et l'ordre physique, l'un l'intangible et l'autre palpable, le tout fondu dans l'intelligible. Tout en restant dans la mystique de ce phénomène ainsi décrypté métaphysiquement, on peut dire que tout est dans une seule même case. Il existe donc une masse réelle qui se veut tangible et qui fait partie de ce compartiment, et dans le même temps une pesanteur formant l'irréel. Le premier est le compartiment, l'irréel en arrière-plan métaphysique, et le second, le réel du premier plan physique. Cependant, sans l'irréel, le réel n'existe pas. Dans l'imaginaire, il y a plusieurs approches lorsqu'on parle de la vie. C'est en acquérant un ensemble de connaissances sous forme d'une perspective réflexionnelle qu'on arrive à bien comprendre la dimension spirituelle du réel, comment son fonctionnement se met en phase avec l'irréel. La vie spirituelle, à proprement parlant, fait partie de l'existence humaine. C'est un chemin subtil, voire sublime pour tous ceux qui cherchent la dimension personnelle et comment développer leur moi intérieur, leur âme,
Elle constitue un univers en soi en parallèle au monde physique et métaphysique, le tout se constituant en une sorte d'univers vis-à-vis de soi-même, question de prendre en compte la vie de son être intérieur. Aux côtés de la vie biologique, de la vie morale, de la vie intellectuelle, etc., la vie spirituelle est phénoménale car elle comporte des règles qui sont liées aux lois de la nature en des aspects multiples. Ces lois ne doivent pas être transgressées. De ces lois, on retrouve l'art de respirer, l'art de boire de l'eau et l'art de manger, c'est-à-dire savoir trier les nutriments. Face à tous ces arts, il y a l'art de rester actif du sport. Ce n'est qu'après la maîtrise de tout ceci qu'on suivra l'itinéraire qui intériorise les facultés occultes particulières qui débouche à l'art de la maîtrise de la méditation. Résultat, sans la maîtrise de la méditation, personne ne peut parvenir à sa divinisation. Dieu, la vie et l'homme. Le jour et la nuit ne se ressemblent pas. Les hommes et les... Professeur Herman Yaglipot, avant, la vie n'était pas penchée sur les biens matériels. Aujourd'hui, on observe le contraire. Qu'est-ce qui explique ce changement? Bon, disons qu'on ne peut pas dire du coup que le matériel n'a jamais intéressé l'homme. Parce que l'homme s'est démarqué des autres, dans la jungle, Oui. il lui fallait une case, entre guillemets, donc il fallait un logis, là où il doit dormir, paisiblement. Il ne dormait pas sur les arbres, comme les chimpanzés ou comme les singes. Alors, donc, il s'est taillé les roches, il y entrait, il s'enfermait dedans, et le matin, il pouvait sortir faire vaguer à ses occupations. Donc, ça veut dire que pour avoir une garantie, l'homme, depuis toujours, a besoin d'un confort matériel. Ça, on ne peut pas l'exclure, sauf si, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas comment les choses ont évolué. Alors moi, je ne peux pas, en fait, à mon petit niveau de recherche, je sais que l'homme a toujours eu à s'intéresser de quelques points de vue. Il a toujours vu le matériel l'accompagner. Bon. Maintenant, sauf que le monde évolue, les choses évoluent. Alors, on a d'abord eu un système qu'on peut dire communiste, c'est-à-dire tu manges, tu donnes à ton frère. Qu'il travaille ou pas, tu ne peux pas ne pas partager avec lui. Là, c'était mondial. Alors, ce communisme-là, on a constaté que certaines personnes ne voulaient rien faire. Alors, on a dit il faut socialiser l'environnement, la société. Alors, la sociabilisation de la société a entraîné donc à ce qu'on amène tout le monde à mettre la main dans la pâte. Donc, à essayer de voir comment agir pour ne pas être à la traîne ou bien pour ne pas paraître comme si tu pesais d'un poids sur l'ensemble de la société. Derrière ça, les plus malins ont créé un autre concept, celui qu'on a baptisé le capitalisme, c'est-à-dire le concept du plus fort, de l'homme du plus fort. Parce que là, le sens matériel prend la dimension de comment s'accumuler des biens, comment accumuler les biens à son profit. Oui. Alors, accumuler les biens à son profit a entraîné tout, c'est-à-dire on est retombé dans la jungle. Et là, nous ne sommes plus dans la jungle des félins de la brousse, des animaux, et que nous étions tous, ayant été relevés à une autre dimension, où on pense que cette dimension était devenue une dimension des humains, qu'on est retombé plus bas dans une jungle où les prédateurs sont ceux qui accumulent les biens. Et là, nous avons la raison du plus fort, le capitalisme. Là, nous sommes en phase en face des rapports de force. Celui qui a plus de moyens fait marcher ceux qui n'en ont pas. Et puis, ceux qui ont des moyens
organise la société non pour protéger les démunis ou bien des personnes qui ont les difficultés à joindre les deux bouts, non parce qu'elles sont paresseuses, Oui. mais simplement parce que n'étant pas au bon endroit au bon moment. Hein? Comme les autres qui sont pas capitalistes ou qui n'ont pas accumulé les capitaux parce qu'ils étaient trop travailleurs. Non, ça peut être des prédateurs intellectuels d'un sens, D'accord. ça peut être des escrocs, ça peut être n'importe, des bandits, ça peut être tout sauf des gens sérieux. Parce que si les gens et qui ont un comportement sérieux arrivent à avoir des biens, parce que la nature le veut bien, ils finiront par être cléments, ils finiront par être tolérants, ils finiront par partager ces biens avec qui que ce soit. Mais sauf que dans les lois de la richesse, il faut accumuler, et le fait d'accumuler les biens voudrait qu'on ne les partage pas. D'accord. Au contraire, qu'on refuse ça aux autres. Voilà. Professeur, quand on était plus petit et qu'on allait passer les vacances chez la grand-mère et qu'un passant voilà, arrivait peut-être et demandait de l'eau à boire, on avait obligation de rendre service et gratuitement. C'est-à-dire, la voisine pouvait venir dire à la grand-mère, voilà, s'il te plaît, donne-moi ton enfant, je vais au champ, on va aller récolter les arachides. Et on devait le faire. On n'avait pas le droit de demander 5 francs à cette dernière. Mais aujourd'hui, on n'observe plus cela. Il suffit que vous demandiez à l'enfant du voisin, voilà, va m'acheter du pain. Et puis, voilà, il ne vous apporte pas de différence. Hein. Pour lui, c'est normal. Et peu importe l'âge, on va observer ça chez des enfants même de 7 ans. Qu'est-ce qui explique ce changement? Bon, alors, disons, nous sommes là dans un autre contexte, hein, parce que là, nous sommes dans une Afrique ancienne. Bon, on ne peut pas dire antique, mais on peut aussi dire antique. L'Afrique de ta grand-mère, l'Afrique de ta grand-mère et moi, l'Afrique de ma grand-mère, c'est l'Afrique de ton arrière-grand-mère. Oui. Voilà. Alors, ou quand on avait à manger, d'abord, on ne mangeait pas à l'intérieur des maisons. On mangeait soit à la véranda, soit à la cour. Et puis, on mettait les cuillères, parce que les cuillères existent dans certaines régions d'Afrique depuis avant l'arrivée des Européens. D'autres régions, on mangeait avec les mains. Bon. Mais on mettait à disposition de quoi manger à tout passant. Oui. C'est-à-dire, lorsque les gens passent, on leur dit, non, on mange telle chose ici, si ça vient seulement manger avec nous. C'est la personne qui peut dire, non, je suis pressé, je vais manger un autre jour. Mais c'est lui qui se sent dans la nécessité de manger, peut-être n'ayant même pas faim, va venir s'asseoir manger avec des gens. Il n'y avait pas la nourriture pour une famille ou pour une personne, sans que ça ne soit la nourriture pour un passant ou une tierce personne. Ça moi, j'ai vécu ça, ça n'existait pas dans les villages. Oui. Bon, aujourd'hui, on mange sur des tables. Et puis, il y a le nombre de chaises qui est compté, le nombre de plats. Et lorsque tu n'es pas invité, que tu es un étranger, il y a des risques que même dans un village, qu'on ne s'occupe pas de toi, que tu comprennes que les gens sont en train de manger, passe ton chemin, sauf si tu es venu uniquement pour un message ou pour rencontrer quelqu'un dans cette maison. Alors, cette situation, ça crée la pauvreté. Parce que la pauvreté commence par le biais de vouloir montrer que tu es trop, disons, comment on peut dire, réservé, tu as les choses pour toi, c'est pas la peine que certaines personnes les gens diront, je suis sage. Les gens comptent sur toi. Oui. Bon. Alors, ça, quand on est dans une société fermée, où chacun pour soi, Dieu pour tous, la pauvreté s'installe. C'est ce qui a installé le mot pauvreté, dans le vrai sens du terme d'abord, qui passe par le mental. Parce que on commence par avoir un mental, disons, comment dire, pauvre mentalement, afin d'arriver à une pauvreté
peut-être des moyens. Parce que ceux qui en ont un peu n'en ont toujours pas, parce qu'ils en veulent toujours. Parce que la richesse, comme l'aigle qui se met des ailes, plus tu poursuis la richesse, plus la richesse s'envole. Oui. Alors, à un moment donné, tu es dans les difficultés d'être sûr que tu as suffisamment de provisions. Ça, tout le monde. C'est pour ça que les gens vont jusqu'à voler des millions, faire des détournements, des milliards et tout, parce que c'est comme s'ils étaient insatisfiables. Vous allez voir des gens qu'on dit qu'ils ont de l'argent, mais quand on vous dit des coups qu'ils font aux gens, par rapport à l'argent, tu te poses la question, qui doit donc être sérieux? Parce que le petit bandit, quand il peut t'agresser, on comprend un peu qu'il n'avait rien dans la poche. Mais quand il y a des agressions, et qui partent dans tous les sens, parce qu'il y a des agressions où les gens qui agressent ne sont pas connus comme des agresseurs. Bon, si tu agresses un budget qui n'est pas le tien, le budget de l'État, tu es un agresseur. Oui. Bon, mais un agresseur qui ne dit pas son nom. Et il y a les prostituées, hein, tu rampes pour avoir un poste, et tout cela parce que tu veux de l'argent, non parce que tu en manques. Tu as suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. Oui. Mais tu veux encore avoir un poste de travail nouveau, parce que peut-être qu'il y aura quelques billets de banque à glaner, ou quelques fois à mettre la main dans la caisse sans que tu ne sois inquiété. Alors tout cela, c'est un problème, une question de pauvreté mentale. Et ceci est valable dans toutes les sociétés. Il n'y a pas une société qui n'est pas comme ça. Parce que, prenons par exemple le cas de l'Afrique, on peut dire qu'en France, on peut dire à la population française qu'on a creusé des puits. En Afrique, au Cameroun par exemple, 150 puits. Oui. Alors on fait une vidéo sur une puits ou deux. On retourne ça, on présente ça à l'Assemblée ou bien je ne sais pas quoi. La population sait que les puits ont été creusés au Cameroun, alors que l'argent destiné pour ces puits a été partagé entre le gouvernement camerounais, peut-être avec le gouvernement français. Je donne un exemple. Oui. Hein, je n'affirme pas quelque chose, mais je donne un exemple sur des choses qui se passent. Et que les gens qui sont concernés par ces choses, en nous suivant, savent que c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Bon, la Banque mondiale donne de l'argent en Afrique pour construire un pont. Par derrière, ça se partage. Hein, ce n'est plus le même montant. Alors, on a trop, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui manquent de quoi manger. C'est pas des gens qui, après avoir travaillé un certain nombre d'années, retraité de son état, va manquer de quoi manger. Mais peut-être il fait le cumul pour les enfants qu'il aura, pour les petits-enfants et pour les maîtresses et tout, et vouloir faire des provisions pour l'avenir de sa progéniture, qui se foutra de ses biens, parce que si vous construisez une jolie maison avec 12 chambres, avec 12 enfants, et plus votre chambre, monsieur et dame, ça fait 13 chambres, plus la chambre des étrangers, hommes, étrangers, femmes, vous êtes à plus de 15 chambres. Lorsque les enfants grandissent, cette maison-là devient un dépotoir, je ne sais pas moi, des hiboux, des chauves-souris, et des quoi, je ne sais pas, des hirondelles, du moins des pigeons. Personne n'habite plus cette maison. Alors, et les enfants, à ta mort, ne vont pas se contenter de cette maison parce que ça ne les plaît pas d'avoir une maison pareille. Oui. Ils trouvent que tu étais un fou en construisant une maison pareille. Bon, mais tout ça, tu vois, c'est une certaine forme d'égoïsme qui habite les gens à ne pas savoir que, bon, je dois faire des choses normalement par rapport à ce que je puisse avoir encore quoi partager avec les gens. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de l'art de respirer. C'est quoi l'art de respirer, professeur Emmanuel Lipote? Alors, donc, l'art de respirer, c'est une technique qui consiste à nourrir le corps de l'oxygène en tenant compte que cette technique a pour but à améliorer le rendu de ses poumons. Parce que les poumons, apparemment,
travaille, Oui. mais pourtant ne travaille pas bien. C'est pourquoi, après un certain âge, tout le moins, avec l'âge, on est souvent essoufflé rien qu'à prendre les escaliers. On est essoufflé. On commence à prendre les escaliers difficilement. Parce qu'on n'a pas suffisamment oxygéné le corps et au niveau des articulations, un certain nombre donc, les besoins de l'organisme par rapport à tous les paramètres de l'organisme pris de manière holistique n'ont pas été pris en compte par le fait de n'avoir pas appliqué l'art de la respiration, l'art de la consommation de l'eau et l'art de consommer la nourriture. C'est-à-dire tout doit être dans le sens, j'entends par art aussi, la prise de conscience du fait que la respiration n'est pas seulement là parce que tu ne dois pas s'étouffer. Puisque si tu bouges ton nez pendant un certain temps, tu vas t'étouffer. Bon, donc ce n'est pas un geste anodin où tu te vois en train de respirer, l'air entre dans tes narines, ça ressort. Oui. Non, ça doit être un geste conséquent. C'est-à-dire tu décides que de temps en temps, je vais respirer comme ça. Une série d'exercices, des exercices profonds, où la respiration, elle doit être bien menée, en inspire et en expire. Alors ça, on entre dans l'art de respirer. Mais sinon, on respire comme tout le monde et on ne respire pas. Parce qu'on n'utilise pas suffisamment la capacité de nos poumons, ou on ne donne pas la chance aux poumons de bien fonctionner. Voilà. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Dieu, la vie et l'homme. Dieu, la vie et l'homme. Le jour et la nuit ne se ressemblent pas. Les hommes et les animaux ne se ressemblent pas, mais ont un même créateur, Dieu. Selon les évangiles, Dieu a créé l'homme à son image. Ceci revient-il à dire que Dieu est différent de l'animal ou que Dieu est raisonnement, puisque ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal est justement le raisonnement selon les hommes. Mais certains savants comme Aristote ont établi que l'homme a en lui une partie animale. Cela voudrait-il dire que Dieu, de qui l'homme tient l'image, a aussi en lui une partie animale? Dieu serait-il ignorance et raisonnement? Car si l'animal ne raisonne pas, il est ignorant de tout. Si l'on désigne l'ignorance par le mal et le raisonnement par le bien, cela voudrait tout simplement dire que Dieu est le bien et le mal. D'où vient-il alors que les hommes cherchent à combattre le mal, parfois même au prix de leur vie? Ils ne savent pas qu'en combattant le mal, ils combattent Dieu. De même, dans les pensées d'Aristote, figure en grandes lettres que l'animal a en lui une partie végétale. L'homme aurait donc en lui aussi une partie végétale. Dieu serait-il ainsi un tout qui engloberait végétal, animal et humain? Depuis des décennies, des débats demeurent sur Dieu, le conducteur des peuples et l'être suprême. Le philosophe allemand Hegel, dans son célèbre ouvrage La philosophie dans l'histoire, a expliqué que la sagesse des peuples recherche l'être suprême, car c'est lui qui est l'Hermès, leur conducteur. Selon les grands livres considérés comme sacrés, Bible, Coran, etc., le conducteur des peuples est Dieu. C'est lui qu'on appelle aussi communément l'être suprême. De l'avis de certaines études entreprises par des chercheurs en sciences de la vie qui se posent des questions sur les fondements de l'être, Dieu est tout simplement le souverain, le bien. Ont-ils raison? Lorsqu'on sait que Dieu est une entité qui regroupe le bien et le mal dont nous sommes l'image, l'idée de Hegel sur le conducteur des peuples reconnaît du mot peuple ceux qui peuvent s'exprimer et leur serait l'être qui prononça le premier son. En outre, cette pensée renvoie à notre passé car logiquement notre conducteur ne peut être que celui qui fut avant nous car le premier-né est généralement celui qui conduit les autres. Existe-t-il alors sur la planète Terre un être qui, le premier, prononça un son? Si oui, de quel individu s'agit-il? Le premier son où l'être prononcé
est à coup sûr aussi la lettre suprême, la lettre des lettres, celle par qui toutes les autres lettres virent le jour. Toutes les langues ont-elles ainsi un même passé? Peut-on à partir de ce procédé connaître le passé de toutes les langues réunies? Nous comprendrons alors sans risque de nous tromper que tous les peuples sont venus de la même direction et qu'il est inutile que les uns et les autres se considèrent comme des héritiers ou des déshérités. De même avec ce procédé, nous découvrirons que tous les peuples descendent d'un même être, celui qui convient d'appeler l'être suprême, l'être des êtres. La kyrielle des églises qui gangrènent notre cité entretient les individus dans l'ignorance, le diable, le mal, le démon. Ces trois petits mots innocents provoquent habituellement chez les humains des réactions de fin du monde. Ils ont alors recours aux prêtres, aux pasteurs, qui sont érigés en petits dieux. Ils improvisent des soirées de prière où ils invoquent selon leur dire d'hommes innocents le Saint-Esprit. Savent-ils seulement ce que c'est? On ne dit pas Saint-Esprit, mais Esprit Saint. Car ce n'est pas un saint qui devient un esprit, mais un esprit qui devient saint. Au cours de ces voyages sur terre, l'esprit se purifie au fil des vies. On parle alors de l'évolution de l'être ou du moi intérieur, selon Descartes. La terre est un purgatoire et nous sommes sur terre pour nous purifier. La souffrance, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons sont incontournables par nous. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on cherche à y échapper, on se complique la vie, car si on y échappe dans cette vie, la souffrance nous attrape dans la prochaine vie et ceci retarde le processus d'évolution de notre esprit. Nous sommes donc condamnés à traverser toutes les difficultés par ce chemin que nous parvenons à faire pénitence et sortir du long tunnel du mal pour atteindre le souverain bien ou accéder à la sainteté et non avec les incantations ou des prières extraordinaires. On passe ainsi de l'ignorance à l'intelligence. Dieu n'est pas fou, il n'a même pas perdu la raison et aucun individu sur terre ne pourra rien y changer. Alors, souffrez de souffrir, le bonheur est au bout de l'allée. Sortir du tunnel du mal signifie tout simplement évoluer dans la conscience. Au fil de ces voyages sur terre, l'homme évolue dans la conscience. La purification de l'homme se matérialise par l'évolution de sa conscience. Nous remarquons que plus nous avons la conscience, moins nous faisons du mal. Peu à peu, nous sortons du joug animal qui nous gouverne et nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la sagesse. On se met à raisonner dans le bon sens et à ne vouloir faire que du bien. Cependant, on n'est pas à l'abri de la souffrance car le mal qu'on a fait par le passé nous rattrape quel que soit le bien que nous serons amenés à faire jusqu'à ce que nous n'ayons plus aucune dette à payer. Le mal que nous faisons aux autres devient une dette incontournable qu'un jour dans la vie ou dans l'autre, quelqu'un nous le fera payer. La planète Terre a une loi d'exception, la souffrance. Celle-ci reste le plus fidèle compagnon de ses habitants. L'être doit se multiplier jusqu'à ce qu'il atteigne la purification ou perfection. L'homme ainsi purifié devient un être de lumière, plein d'intelligence, un porte-étendard pour les autres. Car l'intelligence naît de la purification de l'être, tel qu'il a été fécondé, tel qu'il a été donné dans les prémices de la création, sans tache ni souillure. Celui qui atteint cette intelligence se doit d'éclairer les autres, car il a réussi à activer son entendement ou sixième sens. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde désespéré où les individus recherchent Dieu ou la vérité, leur propre vérité, leur identité de façon éperdue. Mais ils se heurtent aux marchands d'illusions qui ont fait de l'œuvre divine leur gagne-pain. Du coup, tous les coups sont permis. Consentiront-ils un jour à dire la vérité aux hommes? Accepteront-ils un jour de reconnaître le trouble qu'ils jouent dans la décadence de l'intelligence dans le monde? Si le monde a perdu la direction, c'est d'abord à cause des mauvais enseignements que leur inculquent ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler les religions de la mort. Car en réalité, ces religions n'ont pour seul but que d'égarer les âmes. Professeur Emmanuel Lipold, le mal que nous faisons aux autres devient une dette incontournable, même si nous demandons pardon.
Voilà, il faut d'abord dire que c'est un collaborateur, Philippe Biaga, qui était en train de nous prêter sa voix dans cette chronique, parce que l'honnêteté intellectuelle veut bien qu'on dise qui travaille avec nous, voilà, de temps en temps. Alors, le mal que nous faisons aux autres, c'est le mal que nous faisons à nous-mêmes. On ne fait pas de mal aux gens, on fait de mal à nous-mêmes, mais nous ne le savons pas. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que tes parents ne s'occupent plus de toi, les erreurs qu'ils ont commises avant ta grossesse, pendant ta grossesse, au cours des premières années où tout enfant, ou tout bébé, tout enfant, tout adolescent, ils t'ont conduit dans des chemins de déroute par ignorance, pas parce qu'ils le voulaient bien. Tu dois les corriger, toi-même. Parce que la vie est sacrée, la vie est pure. Le mot vie, c'est ça Dieu. Nous l'avons souvent dit au cours de cette émission, que Dieu égale la vie égale Dieu. Dieu n'est pas quelque part, assis en train d'écouter nos prières. Nous ne vivons pas par la grâce de Dieu. Que les gens arrêtent de dire ça. Tu as la grâce de Dieu le jour que tu nais. Parce que le jour que tu nais à l'hôpital, il y a eu des morts-nés. Toi, tu as eu la grâce. La vie s'est implémentée en toi. La vie, c'est qui? Et c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui est entré en toi et s'est installé. L'autre Dieu n'a pas trouvé réponse à la manière dont le fœtus a été formé et a demandé à ce que ce fœtus-là attende la prochaine fois. On ne sait jamais. Alors donc, lorsque on combat le mal, c'est comme si le mal était un monstre ou bien quelque chose qui est installé quelque part. C'est faux, on ne combat pas le mal. Parce que le mal, lui, il vit en nous au même moment que le bien, puisque Dieu est le mal et le bien en même temps. D'accord. Alors maintenant, il faut savoir faire la part des choses. C'est pourquoi on dit personne n'est parfait. Hein? Vous ne pouvez pas trouver une personne qui n'a que des bonnes habitudes. Quand une personne a des bonnes habitudes, elle doit aussi avoir les mauvaises habitudes. Et vous devez gérer cela. Parce que autant vous ne gérez pas les mauvaises et les bonnes habitudes des autres, autant on ne gérera pas les vôtres. Bon, donc si vous ne voulez pas gérer les habitudes qui pour vous ne sont pas bonnes, parce que parfois aussi, on voit des mauvaises habitudes chez les autres, mais jamais chez soi. Alors, donc ça devient un problème. Mais du fait que tu sais que moi aussi je fais les mêmes choses, je fais les mêmes bêtises, peut-être ça peut se savoir dans le cadre de l'alimentation, où tu t'alimentes soit des boissons qui sont nuisibles pour la santé. Alors quand tu dis à ton enfant, ne bois plus telle chose, tu sais bien qu'il va te rétorquer en disant, est-ce que toi-même tu ne bois pas ça? Alors donc, on est obligé de se comporter en tenant compte du fait que nous devons avoir, nous mettre dans la logique du fait que la vie qui est en nous doit être entretenue de manière pure. Parce que si nous faisons des choses de manière à détruire la vie en nous, c'est comme si nous chassons Dieu qui est en nous. Parce qu'en fait, lorsque la vie n'est pas prise dans son sens, dans sa pureté, dans son sens de la pureté, nous ne devons pas dire que nous prions Dieu. D'accord. Parce que ce Dieu que nous prions là, c'est une manière de ne pas comprendre ce que nous faisons. Et c'est pourquoi dans la chronique, on a essayé de relever qu'il y a les religions de la mort, il y a la médecine de la mort, il y a la religion de la mort. Parce qu'en médecine, on n'apprend pas la santé. On apprend la maladie, les virus, les bactéries. On n'apprend pas comment être en santé. Pas du tout. Aucun médecin ne sait ce que c'est que la santé. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui le mettra en doute.
lui-même, il est dans les registres des programmes de vaccination, les programmes de ceci, les programmes de cela. Jamais comment entretenir des causeries de bienfaisance, des causeries qui seraient là pour galvaniser les esprits, les psychologies des gens, mais plutôt des messages de la mort, des messages de la peur. Et cette peur-là fait courir les gens vers des choses qui détruisent la vie en nous, c'est-à-dire la pureté de la vie. Parce que lorsque tu es malade, ça veut dire que ton organisme a eu des troubles. Et quand ton organisme a des troubles, ça veut dire que l'être intérieur, ton âme, ton esprit est déjà troublé. Pourquoi? Parce que tu as empoisonné tes cellules. Voilà. D'accord. Mais professeur Emmanuel Lipod, où est la place du pardon? Alors, le pardon, je ne sais pas par rapport à quoi, par exemple. Puisque vous dites que le mal que nous faisons aux autres, on peut pas, est incontournable en fait. Alors, nous sera retourné. Voilà. Même si on demande pardon. Mais le pardon, c'est pour que l'autre ne soit pas là pour se venger. Ah ben oui, mais parce que si tu fais de mal à quelqu'un, tu ne lui dis pas pardon, il va se venger. Bon, là, tu auras un mal direct. Bon, mais si tu lui demandes pardon, alors que tu lui as coupé le doigt, ou tu lui as percé l'œil, mais attends, tu vas faire comment pour remplacer son œil? Mais professeur, il m'a pardonné. Ah mais non. Il t'a pardonné, la nature a vu que tu as fait un geste, qu'il faille que ça te soit retourné. C'est comme tu as craché en l'air, il faut que les crachats retombent sur toi. Est-ce que alors la nature... Lui, il t'a pardonné parce qu'il n'a pas de choix. La nature qui représente Dieu, n'est-elle pas méchante alors, si elle ne pardonne pas? La nature est, disons, a des lois inébranlables, incorruptibles. Si tu fais noyer quelqu'un, après, tu dis, ouais, j'ai mal fait. Tu plonges dans l'eau, toi-même, tu ne sais pas nager. La nature va dire que comme tu plonges dans l'eau, pour sortir la personne là de l'eau, parce que tu regrettes de l'avoir jeté dans l'eau, donc toi ne sachant pas nager, tu ne seras pas noyé. Bon, donc le pardon ne veut pas dire que ce que tu as fait, c'était bien. Donc évite de faire des choses pour demander pardon après. Parce que sinon, tu vas passer tout ton temps à faire n'importe quoi et dire, bon, ok, je vais demander pardon. Comme les gens disent, je demande pardon à Dieu de mes péchés. Mais, mais professeur, je veux juste là. Oui, vas-y. Je ne comprends pas. Ça veut dire que le pardon n'existe pas ou alors ne devrait pas exister. Parce que tout le monde fait des erreurs. Maintenant, quand on prend conscience, on demande pardon et on n'a plus envie de refaire les mêmes bêtises. D'abord, quand c'est une erreur, c'est bon. Mais quand c'est une faute, c'est grave. Alors, tout le monde fait des erreurs, mais une erreur qui se répète n'est plus une erreur. Ça devient une faute. Alors, lorsque tu fais des choses contre les gens, attends-toi que les gens fassent des choses contre toi. D'accord. Tu vas demander pardon à gauche, mais à droite, on va faire des choses contre toi. Ok. Ils vont venir demander pardon. Et toi aussi, tu vas continuer à faire les choses contre les autres devant. Le long de ta vie, il y aura les pardons dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, c'est que ta vie va prendre un coup. Parce qu'il faut éviter de faire des choses. Comme pour dire, la vie sociale est bien. Aller chez les amis, boire, discuter, échanger. C'est bien. Mais c'est aussi mieux de rester chez soi, ne pas aller chez les gens. Parce que quand tu es avec des gens, peut-être toi, tu aimes les intrigues, dans le sens de s'amuser un peu, de décongestionner le milieu, de rire. On t'intrigue, tu ne dis rien, mais tu intrigues quelqu'un, il se fâche. Bon. Alors que si tu serais resté chez toi, cette fâcherie-là n'aurait pas eu gain de cause, n'aurait pas eu lieu.
Maintenant, si tu demandes même pardon, une rancune s'installe. Hein? Parce que la personne, tu as dû dire quelque chose qui l'a énervé, et désormais, elle ne te porte plus dans son cœur. Alors, tu as créé une tache d'huile qui n'aurait pas dû être possible. Bon, donc les gens ne sont pas les mêmes. Et les erreurs qu'on commet à vouloir être amis aux gens sans savoir comment ces gens-là sont, peuvent entraîner à ce que tu demandes pardon sur une chose qui n'est pas pardonnable. Oui. Mais la personne se tait. Donc moi je pense que demander pardon, c'est nécessaire, parce que tu dois quand même reconnaître que tu as mal fait. D'accord. Mais refuser de faire des choses pour demander pardon, ce serait mieux. Voilà. À présent, la réflexion. Un prêtre blanc qui dit la vérité sur l'Afrique et les traditions. Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, partout. Et tout ça a été colonisé, et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagés comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant, bah, tiens, vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français, on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place, et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres, parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens, et d'autres ethnies, comme les Hutus et les Tutsis, qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. Quand je vois ces ministres-là qui sont habillés en costume cravate, il faut qu'ils reviennent à la tenue traditionnelle africaine. Pourquoi copier le colonisateur qui est venu d'une façon sanguinaire piller l'Afrique, prendre les ressources, esclavagiser les gens? Et voilà que les ministres et les présidents africains, qui sont censés avoir mis l'indépendance, s'habillent comme les Européens. Ça, c'est une trahison. Déjà, c'est des traîtres à l'Afrique, parce qu'ils copient les Européens. Il y a quelques leaders africains qui ont le courage de s'habiller d'une façon africaine. Et tous les autres sont des traîtres à leur culture. C'est absolument inadmissible. Lorsque on pourrait dire, avoir la fausse excuse, que dire c'est pour plaire aux visiteurs étrangers, on s'habille quoi? Alors, moi, j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais, quand des chefs d'État africains viennent, s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc, c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça, c'est, je crois, le plus bel exemple, c'est Mao Tse-tung. La Chine était également colonisée, comme l'Inde, comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule,
européenne, qui par la force, par la violence, par le sang, a colonisé toute la planète. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Inde, Moyen-Orient, tout ça c'était des colonies. C'était les empires, l'empire britannique, l'empire français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça, avec Gandhi un peu, mais encore mieux Mao Tse-tung, quand il a fait la révolution culturelle. Et quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Alors cet élément, on a mis ça à la réflexion de ceux qui nous suivent. C'est-à-dire qu'il faut que les gens commencent à réfléchir. Est-ce que nous sommes des êtres humains ou nous sommes des bêtes des sommes qu'une certaine classe de personnes s'est appropriée, et nos terres et nous-mêmes. Hein? Oui. Nous-mêmes, nos enfants, nos femmes et tout. Alors, par le biais de l'école, la religion, oui. Ceci, cela. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de manque d'indépendance. Si l'Afrique sera indépendante un jour, l'évolution africaine va voir le jour. Parce que l'Afrique a des richesses que d'autres continents n'en ont pas. Et parce que l'Afrique aujourd'hui est capable d'exploiter ces richesses, que l'Afrique n'a pas besoin qu'elle continue à aller dans le même sens. Il faut conscientiser les gens qui pensent que l'indépendance de l'Afrique va passer par les politiques. Non, les politiques, c'est des instruments ou des structures mises en place pour pérenniser un certain nombre de choses qui partent de loin, de l'esclavage, de la colonisation et tout. Alors, la société civile ne devrait pas faire un clin d'œil en se mettant dans ce jeu-là. Devrait former des personnes qui, pas panafricanistes, mais africanistes. Parce que je parle Afrique. Parce que panafricaniste, c'est des termes qui viennent d'ailleurs. Mais africaniste, c'est des termes qui veulent dire que si par exemple on vous met en embargo de médicaments, vous fermez les hôpitaux, c'est tout. D'accord. Et vous retournez aux sources. Puisque l'Afrique, du moins le monde entier, les soins médicaux tels qu'on en a accès aujourd'hui, partent après la Deuxième Guerre mondiale. Que la révolution industrielle a pris une autre ampleur par rapport à la médication. Mais bien avant, les gens se soignaient. Les médicaments n'étaient pas les mêmes. Et on n'avait pas besoin de médicaments, on avait besoin des remèdes. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans médicaments? Je dis oui. La seule chose, ou le seul moment où l'hôpital est nécessaire, c'est lorsqu'il y a une urgence. Et là, lorsque on peut avoir des hôpitaux d'urgence, c'est qu'on aura aussi une manière de former la population pour qu'elle ne tombe pas dans les urgences. Parce qu'il y a plusieurs types d'urgences. Par exemple, quelqu'un, il mange, il boit n'importe quoi, machin, et dans l'indigestion, il se retrouve le lendemain à l'hôpital pour dire qu'il y a une intoxication quelque part. Oui. Alors qu'avant, on te purgeait, on quittait sur ça. Ou on te donnait un vomitif. Et il n'y avait plus rien à faire. Dès que tu vomis, c'est fini. Tu es libre. Alors que lorsque tu es pris sous perfusion, tu en as pour 2 jours, 3 jours, tu ne travailles pas. Alors, pendant que les gens sont cloués dans les hôpitaux, c'est la population, c'est l'État qui en meurt. Parce que plus il y a plein de gens dans les hôpitaux, plus ils sont inactifs, moins l'État profite de ça. Parce qu'il faut d'abord soigner les inactifs. Oui. Bon, même s'ils payent les soins eux-mêmes. Mais ça ne rentre pas grand-chose que d'avoir les bras, la main-d'œuvre. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Il ne faut pas qu'on oublie que les programmes scolaires ont été mis en place pour contrôler notre intelligence.
n'ont pas été mises en place pour nous permettre d'être des intellectuels dignes de ces noms. Parce que moi, je vois des gens tout le temps courir dans les médias, parler de choses comme pour dire que ils sont ci, ils sont ça, par rapport à leur intellectualité. Mais pourquoi ils ne se constituent pas? Hein? C'est-à-dire, parce que tu as bien fait l'école, mais tu te constitues, tu te mets dans un environnement qui, grâce à ton intellectualité, tu peux aider plus les gens. Mais tu ne pars pas convoiter un poste de ministre, un poste de directeur, un poste de ci, un poste de ça, alors que tu es intellectuellement bien du fait d'avoir bac plus 15 ou plus 20. Alors donc, il y a un problème en Afrique. D'accord. Bon, ailleurs, on va, quand un Asiatique part apprendre ailleurs, c'est-à-dire part en Europe ou en Amérique, il part plutôt voir ce qu'on fait là-bas, pour prendre ce qu'il ne sait pas de ce qu'on fait là-bas, ramener chez soi et faire quelque chose qui va dans le sens à apporter un plus dans l'humanité. C'est-à-dire, ces idées, plus les idées copiées ailleurs, Oui. ça fait un plus. Il ne fait pas le genre d'Africain que tout est bien ailleurs, rien n'est bien chez lui. Hein? Pour parler, il dit, on nous a dit à l'école que... Bon, si cette école a tronqué la vérité et qu'elle n'a jamais procuré de la connaissance, on vous a donc dit quoi? C'est ça. Parce qu'il y a les dessous de chaque formation. Il faut que l'UNESCO reconnaisse ton diplôme. Pourquoi? Parce que ça doit être fait comme on veut que ça soit fait. Si c'est fait autrement, c'est que ce n'est pas ce qu'on voulait que tu fasses. Mais chaque pays devrait avoir des bases. Par exemple, les lois dans les pays africains sont venues de la France. Ce ne sont pas les lois qui sont passées par l'arbre à palabre. Comment les Africains traitaient les affaires, hein, les différents, quoi. C'est-à-dire les difficultés qu'il y avait entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Non. Des histoires de code civil de temps de Napoléon continuent à fonctionner en Afrique, particulièrement au Cameroun. Bon, donc, il y a un problème. Parce que là, nous sommes en phase d'une situation où, aujourd'hui, après 60 ans d'intellectuels africains, les intellectuels africains devraient baliser comment ils veulent que l'Afrique devienne. Mais si tu trouves un médecin, s'ils sont en interview, les débats africains, il faut suivre, mais on te parle de plateau technique. Aucun Africain qui est médecin ne dit le retour aux sources peut se faire comment? Oui. Bon, mais il sait bien dire que, lorsqu'il est un peu coincé, il sait bien dire que tout vient de la végétation. Bon, donc les plantes médicinales, ça ne veut rien dire parce que les médicaments partent de... Mais toi, tu as déjà fait quoi? Sauf prescrire les médicaments. Oh. Merci, professeur Emmanuel Lipod. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, c'est quoi l'art de manger? Alors, l'art de manger veut dire qu'il faut savoir manger d'abord de ce qui donne la vie. Il faut savoir manger en tenant compte de cela. C'est-à-dire, la nourriture nous vient de la mère terre. C'est la mère terre qui nourrit les pierres dans le monde minéral. C'est la mère terre qui nourrit les végétaux, dont les arbres et tout, les feuilles et tout. Et la mère terre nourrit un grand nombre des animaux. Parce que la quantité des animaux qui mangent des herbes et qui mangent le produit du sol est nombreuse par rapport à celles qui mangent de la chair. Les félins, en général, quand ils sont malades, eux aussi mangent des feuilles. Donc ça veut dire que la mère terre nourrit
tous les trois règnent. Alors, maintenant, quand on prend, par exemple, tout ce qui mange les sous-produits de la mère terre, j'entends ici, je fais allusion ici des animaux comme la panthère, le lion et tout. Ils mangent les sous-produits de la mère terre, c'est-à-dire, ils mangent les animaux qui mangent les herbes. Ça c'est vrai. Bon. C'est vrai qu'ils les mangent à l'état vivant, donc mangent les protéines qui vivent encore. Ils ne mangent pas les cadavres, forcément. Et même les hyènes, les animaux qui mangent les cadavres, mangent les herbes en même temps. Bon, donc ça explique beaucoup de choses. Alors maintenant, les animaux qui mangent des sous-produits, parce que j'entends par sous-produit, je venais de dire tout à l'heure, si tu manges quelque chose qui mange les herbes, tu n'as pas mangé l'herbe, mais tu as mangé quelque chose qui mange les herbes. Surtout qu'ils ont la chance d'avoir les possibilités d'en manger cru. Bon, l'homme, lui, n'a pas les possibilités d'en manger cru, comme il se doit. C'est-à-dire, il ne peut pas sauter sur, disons, les gens qui mangent les rats. Il attrape un rat et comment manger seulement. Ça doit mourir, devenir un cadavre, où on doit le tuer doublement en le mettant au feu, Oui. et venir maintenant manger les protéines mortes, pas possible. Alors, comment tu peux avoir une élévation spirituelle si tu manges la mort? Hein? Alors que l'élévation spirituelle, c'est la vie. Parce que la vie qui est dans ton corps, c'est ça que tu veux entretenir, au travers de laquelle ton être intérieur, pour que ton être intérieur puisse s'élever. Alors, maintenant tu manges la mort. Comment tu vas donner la vie dans ce que tu veux de toi? Parce que nous mangeons pour vivre. On ne mange pas pour mourir. Et comment on va manger les objets de la mort et pouvoir vivre avec? Ne serait-ce que vivre d'abord déjà comme ça. Et encore faire vivre la vie qui est en nous. Oui. Donc il y a l'art de vivre interpelle donc le fait d'étudier qu'est-ce que la vie en nous a besoin. Donc qu'est-ce que nos cellules, qui sont donc des êtres vivants, hein, qui sont cet univers en nous, ont comme besoin en termes d'aliments pour notre vie. D'accord. Je suis bébé franc de Yaoundé. Lorsque vous dites la vie sociale est bien, mais rester chez soi est mieux, je me pose des questions, notamment dans mon cas. Je fais du commerce et c'est grâce à mon carnet d'adresses que j'arrive à écouler mes produits. De peur d'offenser les autres en trop me rapprochant, est-il possible de vivre renfermé sur moi et m'en sortir sans toutefois tisser des liens avec autrui? Je trouve cette émission très édifiante. Allez de l'avant. Bon, alors, la vie sociale n'est pas un problème de la vie professionnelle. Parce que là, lui, il relève un autre pan. Hein? La vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Les amis, c'est les amis. Hein? Tu ne peux pas ne pas travailler avec des gens parce que tu évites les gens. Non. Si tu as des problèmes dans ton lieu de service, c'est normal. Tu ne peux pas ne pas être avec les gens et ne pas avoir les problèmes. Mais quand tu sors du travail, va chez toi. Voilà. Ne restez pas dans les rues de la joie. Hein? Si on t'empoisonne, hein, tu vas dire que tu cherchais quoi? Parce qu'on peut ne pas t'empoisonner le genre de poison qui va te tuer tout de suite. Mais il y a le genre de poison lent, où tu vas tomber malade, tu vas faire 3 ans, 4 ans de maladie, 10 ans même. Tu es ruiné avant de mourir, tes enfants n'auront rien reçu de toi, toi qui travaillais, essayais de garder des provisions pour eux. Bon, donc, aussi aller dans les rues de la joie, manger un petit bout et boire un tout petit peu de quelques bières, je ne sais pas quoi, quelques boissons, c'est pas interdit. Mais je dis, il faut être conséquent.
chaque chose qu'on fait, on doit se poser la question, je fais ça pourquoi? Je bois la bière que je sais même que c'est même quoi? Je prends les sucreries que c'est quoi? Les jus de quoi? C'est des questions qu'il faut se poser. Si tu es seul à la maison, tu risques de faire 1 semaine, 2 semaines sans boire une bière. Parce que pour envoyer même l'enfant acheter une bière pour toi, tu trouves que c'est pas la peine. Madame n'aime pas la bière. Voilà. Ou bien les enfants, tu ne dois pas les habituer à voir comment tu bois les bières. Mais dès que tu sors, tu bois les bières. Tu viens, au cours du chemin, on arrache ton téléphone et ton porte-monnaie. Oui. Bon, donc, toutes ces choses, il y a l'inconséquence dedans. Voilà. D'accord. C'est la première fois que je regarde cette émission et je suis très très intéressée pour ce sujet. Est-il possible d'être dans le forum de l'émission Cédric de Colmessin? Ouais, on a décidé qu'au cours de cette année, on va essayer de voir, parce que cette question-là, deux fois, il y a des gens qui envoient des messages qu'on n'arrive pas à lire et qui sont des messages très édifiants. On pense qu'il faut organiser des forums, bien évidemment, pour pouvoir faire en sorte que, ensemble, on réfléchisse. Parce que chacun de nous a quelque chose à apporter à l'autre. Et chacun de nous est utile pour une société. Quand on est dans les rencontres de réflexion, c'est différent donc lorsque on est dans les rencontres des divertissements, des divagations, des dépravations. Ce n'est pas la même chose. Dans le forum, je crois que comme ça commence à se demander régulièrement, on va commencer d'abord par le forum de WhatsApp. Oui. À partir de ces numéros, tous ceux qui veulent faire partie de ces forums, j'insiste dans ce sens que à travers leur SMS qui se manifestent, on va créer d'abord déjà le forum sur WhatsApp, c'est-à-dire collecter tous les numéros et puis voir comment. Mais sauf que on a essayé de faire ça une fois, les gens passaient tout leur temps à vendre les choses au lieu de réfléchir sur des thèmes. Oui. Bon, ça nous a fatigués un peu. Parce que si vous organisez une émission de santé en Afrique, vous recrutez des gars qui font dans la santé, médecins et praticiens, guérisseurs. Au lieu de réfléchir sur les thèmes, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que le rhume, et expliquer le rhume dans le vrai sens de l'explication, en laissant de côté les histoires de virus, qui sont une invention d'une certaine médecine qui veut vendre les produits à travers cette invention. Chacun va venir dire, là, les plantes qui soignent le rhume. Tu lui dis, gars, le rhume même c'est quoi? Il ne sait pas. Il dit, tout ce que moi je sais, c'est que je soigne le rhume. Alors, donc, ce genre de groupe, ça ne sert à rien. Oui. Hein? Même les débats des télévisions où 1000 idées viennent, finalement, à un moment donné, le téléspectateur lambda, qui lui, il n'est pas outillé intellectuellement, il ne sait pas sur quel bord se retrouver finalement. Bon, si c'est un prêtre, il est dans le bord du prêtre. Si c'est un pasteur, il dit, puisque c'est les mêmes choses qu'il écoute tout le temps. D'accord. Voilà. D'accord. Comment activer la lumière dans son être intérieur? Bon, en essayant peut-être, bon, moi je dis souvent, il faut se former en métaphysique. Parce que c'est la science, la haute science de la philosophie. Et la vie, dans le cadre philosophique, fait découvrir le bon côté et le mauvais côté du fonctionnement de sa vie, le bien et le mal. Et comment coordonner les deux choses. Parce qu'on ne peut pas vivre sans le mal. On ne peut pas vivre sans le bien. Si toi, tu ne fais pas de mal, un autre va en faire. Et puis, il ne faut pas le condamner comme s'il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Puisque Dieu, c'est le mal et le bien en même temps. Il est le pôle positif et le pôle négatif dans le même temps. Voilà. Comment corriger les erreurs de nos parents commises avant notre naissance et surtout que parfois elles étaient inconscientes? Alors, les erreurs de nos parents sont dans l'alimentation. Dans le fait de nous amener, même parfois
dans les formations qui n'intéressent pas notre vie. Parce que un père doit faire des recherches sur le nom de son enfant avant de lui donner un nom. Donc, il ne doit pas l'attribuer un nom parce que ce nom-là, il a lu dans un roman ou bien il a vu ça dans un film ou je ne sais pas quoi. Oui. Il doit savoir que, est-ce que en combinant le prénom, ces prénoms-ci, à ces noms de famille, est-ce que ça ne va pas apporter de la négation dans la vie de cet enfant-ci? Parce que la vie de ton enfant, c'est sa vie, ce n'est pas ta vie. Quand tu fais un enfant, il faut penser à sa vie. Parce que ce n'est pas une propriété, c'est ton enfant, parce que tu dois l'encadrer, le guider. Mais tu n'es pas propriétaire de cet enfant-là, de la vie de cet enfant, je vais dire. Les limites commencent avec la majorité. Et la majorité, c'est selon les pays. Les pays où la majorité, c'est à 18 ans. Ça veut dire donc que les pays qui ont pour majorité 21 ans briment encore le monsieur majeur qui serait dû être majeur ailleurs il y a 3 ans. Oui. Alors, donc, il y a un problème. Alors, donc, il faut étudier le nom de l'enfant. Il faut lui donner une alimentation qui ne détruit pas la vie en lui. Bon, ne pas lui mettre dans ta gourmandise. Donc, tu manges viande, coq, mouton et tout, n'importe quoi. Hein? Les conserves. Alors, c'est ce que les conserves, le boîte de conserve, les hamburgers et tout. Alors, c'est ça que ton enfant mange, les laits de vache et tout. Chaque matin, il y a un bon déjeuner, des laits, je ne sais pas, d'usine. Tout cela, il faut lui épargner cela. Mangez ça, mais ne lui donne pas ça. Mais comment tu vas donc faire, comment tu feras à manger les choses là où l'enfant est sans lui donner? Voilà, donc ce n'est pas n'importe qui doit être donc parent. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas parce que tu peux procréer, hein, tu peux prendre la grossesse, Oui. ou l'homme, tu peux avoir une femme, que tu es un bon père. Non, on devrait éduquer les mamans à une vie spirituelle pour avoir une société sans agresseurs. Et qui devrait le faire? Ceux qui devraient le faire. Et il y a des gens qui peuvent le faire. Mais on va les trouver, on ne va pas les trouver dans les politiques de l'État. Où les trouver, professeur? Ils sont les patriarches d'avant le faisaient. D'accord. Parce que tu as dit tout à l'heure que lorsque un enfant, on lui demandait de rendre service à un voisin, ce n'était pas pour qu'il demande de l'argent. Non. Alors ça veut dire qu'il y avait une société qui avait une éthique de vie. À l'époque de ma grand-mère, c'était strictement interdit. Voilà, il y avait une éthique de vie. Pourquoi cette éthique de vie est partie? Voilà, parce que les imposteurs se sont mis au-dessus des bons gens. Voilà. D'accord. Le type d'aliments dont nous consommons a-t-elle un impact avec notre comportement, notre vie? Les médicaments que nous prenons, la respiration, la manière dont nous respirons, l'eau que nous buvons, et les nourritures que nous mangeons, tout cela doit être conforme à la qualité de vie que nous voulons atteindre. Que notre vie ne sert à rien si ce n'est que vivre et mourir. Notre vie sert à quelque chose si nous vivons en sachant que, après avoir vécu sur la terre, nous allons nous retrouver ailleurs. Soit on va réincarner pour n'avoir pas accompli sa mission ou toutes ses missions, soit on va habiter le corps de la gloire, c'est-à-dire s'élever et ne plus réincarner. Alors, tant que nous sommes restés animaux,
comme je disais tout à l'heure, le lion est différent de la vache. La vache, les animaux qui mangent des herbes sont un peu plus proches de Dieu que les animaux qui mangent de la chair. Je le dis dans ce sens. Ils mangent de ce qui sort directement de la mère terre. Et la mère terre, la terre, voilà. La mère, la terre, est notre soignant numéro 1. C'est-à-dire, elle nous procure des plantes en termes d'aliments qui purifient notre sang. Et toutefois, notre sang est purifié. Notre cerveau est purifié. Si notre cerveau est purifié, nous commettons moins de péchés. S'il faut parler dans le sens des religieux. Donc, il y a comme une élévation, du moins une prise de conscience de quoi élever notre... d'aller vers l'éveil de cette conscience en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Là, je suis en train de m'embrouiller un peu. C'est-à-dire, l'éveil spirituel ne peut que se produire lorsque il y a une qualité de vie. D'accord. Et la qualité de vie provient du fait que on a la mère terre et le père céleste. Non la mère, la maman qui t'a mis au monde. Si elle était soularde, si elle volait, si elle truandait les hommes et tout, machin, elle n'est qu'une personne par qui tu es passé. Hein? La même chose de père. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Quand tu montres un doigt sur quelqu'un, trois doigts te regardent. Alors, si j'ai eu un comportement indécent avant de faire des enfants, il faudra bien que ces enfants-là sachent qu'ils ne doivent pas me ressembler. Ils doivent regarder ce que je fais et dire, non, on ne va pas faire comme l'homme-ci. Et non, pas me ressembler sur la limite de ce peu que je peux faire bien. Pour qu'eux, ils s'enfoncent davantage. Par exemple, moi, je ne bois pas, je ne mange pas n'importe quoi et tout, et ils mangent n'importe quoi en disant, c'est un fou. Bon, là ils n'auront rien gagné. D'accord. Professeur, pourquoi ne dites-vous pas que le pardon n'existe pas, tout se paye, Steve? Mais c'est ce que j'ai dit, en quelque sorte. Okay. J'ai dit, on a beau te pardonner, tu as craché en l'air, ça va retomber sur toi. D'accord. Professeur, pensez-vous qu'avec les religions et le capitalisme intégré en Afrique, les Africains soient prêts pour accepter la spiritualité? Non. L'Afrique ne va pas se développer facilement. Parce que les modèles que nous avons, il faudra que cette catégorie de modèles-là meure tous. Hein? Parce que quelque chose s'est passé dans un pays africain, bon, je vais citer le nom, hein, en Algérie, après les problèmes que l'Algérie a eu avec la France. À un moment donné, les Algériens qui étaient pour la France étaient tués. Moi, j'étais au collège, je lisais les journaux. Et la France criait aux abois en disant, on a tué les intellectuels dans un pays où personne n'est capable, des gens qui, c'est-à-dire les incultes, voilà. C'est-à-dire, c'est comme si on était contre les intellectuels. Mais ça a donné un avantage à l'Algérie. Vous ne pouvez pas avoir une population où toutes leurs pensées, c'est chez leur maître. C'est-à-dire, vous aviez des gens qui ont étudié ailleurs et qui sont déportés ailleurs. Ils ne sont plus les gens de chez vous. Et puis, ils viennent s'installer en maître pour pérenniser la maltraitance intellectuelle et autres. Parce qu'il y a un problème en Afrique. Avant la colonisation, est comme après la colonisation. C'est-à-dire, si les blouses blancs étaient portés par les peaux blanches, les blouses blanches sont portées par les peaux noires, avec la même mentalité que les peaux blanches avaient. Alors finalement, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui a changé? C'est si vous entrez dans un hôpital où avant,
les blouses blancs portées par les peaux blanches, on te donnait les quinines et tout gratuitement. Et qu'aujourd'hui, tu entres dans un hôpital où la blouse blanche est portée par la peau noire comme toi. Mais un comprimé de quinine tombe, tu veux ramasser, on piétine tes doigts pour prendre et te vendre. Alors, il y a un problème. Oui. L'autre faisait le doping. Le doping en économie veut dire soit gagner un marché en faisant comme si tu perdais, loin de ton pays, loin de ton environnement. Bon, donc, on te donne les quinines, on te donne les médicaments pour rien. Mais on sait que quand tu seras accro de ça, on va maintenant te vendre. Bon, et maintenant, ceux qui sont venus là, et ils sont que des prescripteurs, ils ne sont même pas dans le circuit où on vend. Ceux qui sont dans le circuit qu'on vend, ils vendent pour aussi vivre. L'Afrique a sa part. Si tu fais ton petit produit pour demander l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, bon, on refuse. On ne veut même pas savoir si ça a soigné quelqu'un, quelle que soit les preuves que tu peux apporter. Bon. Tu peux même expliquer ta technique, personne n'écoute. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger l'après, l'avant-colonisation sera comme l'après-colonisation. L'avant-indépendance, je veux dire, sera comme l'après-indépendance. Et cette situation, l'Afrique souffrait beaucoup de ça, avec des Africains qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui ne va pas, mais qui sont comme les guides des autres Africains. C'est ça. D'accord. Professeur, merci pour la thématique de ce soir. Que devons-nous éviter de faire pour ne pas baisser sa fréquence vibratoire? Bonne émission à vous, Djamila Delopon. Pour ne pas baisser la fréquence vibratoire, on doit d'abord avoir de bonnes pensées. On doit faire attention de ce qu'on parle et attention des actes qu'on pose. Là, on a des bonnes vibratoires. Et pour avoir les bonnes pensées, on ne doit pas manger n'importe quoi. Parce que on dit souvent, chez les Bantous, on dit ceci. Le jour qu'on mange la viande du lion, ce n'est pas le jour-là qu'on attrape la gale. Donc vous mangez la viande du lion, vous aurez une éruption cutanée dans le futur. Alors le jour qu'on boit les sucreries, les colorants, ce n'est pas le jour-là qu'on attrape le cancer. Ou bien ce n'est pas le jour-là que on commence à avoir les manifestations telles que quand tu prends la grossesse, ça sort seul. Et tu ne sais pas que ça vient du fait que tu bois beaucoup des trucs sucrés, parmi lesquels les colorants. Je refuse de citer lesquels genres parce que je ne suis pas là pour faire la contre-publicité. On a compris, professeur. Voilà. Alors, que ça soit dans des produits industriels du genre lait, du genre F et tout, vous mangez des choses, à un moment donné, ça vous donne le cancer. Même les médicaments. Et quand vous avez le cancer, c'est une autre maladie là-bas. Au point où certains gens disent que mon corps là, je ne comprends pas. Maintenant, c'est le cancer qu'on m'a attrapé. Dès qu'on dépiste une maladie, il dit qu'on l'a attrapé, telle maladie. Et parfois, quand moi je discute avec des gens qui viennent me voir avec ce genre d'histoire, je ris d'abord. Il dit, tu ris comment? Moi, je suis mourant. Je dis, mais parce que tu n'es pas encore mort que je ris. Si tu mourais, moi, je n'allais pas rire. Parce que tu me fais plutôt rire parce que tu n'as rien. Tu as commis des erreurs, si tu repars, si tu adoptes un autre comportement, c'est fini. Tu vas voir le cancer, là, va partir. D'accord. Surtout quand ce n'est pas au stade terminal. Voilà. Bonsoir, papa. Je m'appelle Léon depuis Douala. S'il vous plaît, j'aimerais vous rencontrer pour une consultation. Alors ça la personne doit appeler hors antenne, parce que moi, je ne sais pas où on peut me rencontrer à l'antenne. Voilà. D'accord. À ce numéro ou bien? À ce numéro? Oui, hors antenne, à ce numéro. Voilà. Ok. Parlez-nous un peu du jeûne. Pourquoi jeûner? Est-il important de jeûner?
Alors, le jeûne, c'est une autre manière de purifier le corps. Lorsque on jeûne, on permet aux cellules de manger d'autres cellules. C'est-à-dire? Donc, s'il y a les radicaux libres, les cellules vont les manger. Parce qu'elles auront faim. C'est comme si vous vous retrouvez dans un désert avec des amis et que certains d'entre vous commencent à mourir. Hein? Mais la viande de vos amis, brûlée par le feu et bien rôtie, va vous servir de nourriture. Hein? Mais bien sûr, c'est comme ça d'ailleurs quand on vient dans l'histoire de l'alimentation de l'homme, c'est sur des situations pareilles que l'homme a commencé à manger de la viande. Hein? Voilà. D'accord. Très belle émission, je vous écoute toujours avec passion. J'aimerais savoir comment trouver sa voie et comment savoir que nous sommes sur cette voie-là. Merci. Bon, alors trouver sa voie, j'ai dit tout à l'heure, c'est de se mettre dans la logique de s'initier. Si on ne peut pas s'initier soi-même parce qu'il y a trop de risques à ça, il y a des gens qui prennent un livret qui a plusieurs degrés, c'est-à-dire un livret qui a été fait, écrit par quelqu'un qui était initié et qui pense qu'il peut guider les gens. Alors, il y a là-dedans des exercices. D'aucuns, au lieu de lire les livrets normalement, c'est-à-dire pas à pas, Oui. ils tombent plutôt dans les expériences pratiques, directement. Et là, il met parfois des mécanismes vibratoires qui vont détruire qui vont le détruire, quoi. Il peut se retrouver dans une situation de troubles mentaux ou dans n'importe quel genre de situation. Alors, mais s'inscrire dans la logique d'être guidé par un groupe ou par un maître qui prend la responsabilité de guider les gens, ce serait idoine. Ce serait une bonne décision. Voilà. Papa, ça fait longtemps que je travaille, mais je n'arrive pas à épargner. On dirait que j'ai la même percée. S'il vous plaît, aidez-moi, comment vous rencontrer? Vous allez appeler à ce numéro, mais il y a les gens qui ont la même percée. Moi-même, j'ai la même percée. C'est quoi la même percée pour ça veut dire que l'argent ne reste pas. Quand tu as un peu d'argent, tu distribues, tu restes toi comme ça. C'est ça. Et puis en chiromancie, ça se voit. Ça se voit en chiromancie, oui. Il y a les Anglais qui ont les mains soudées. Ça veut dire que 5 francs ne sortent pas. Même pour donner à sa femme, même à ses enfants. Mais si c'est pour sa bouche, oui. Il boit normalement. Et il n'a jamais l'argent. Voilà. Bon, mais là, mais quand tu regardes ses mains, tu comprends. C'est soudé, pas possible. J'ai envie de parler comme nos frères. C'est naissance ou c'est maladie? Non, c'est la naissance. Quand on parlait de chiromancie, c'est-à-dire que tu es né comme ça. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Bon, alors, il y a quelque chose à faire si la personne se met dans la logique de comprendre sa vie. C'est pourquoi parfois on conseille les gens à faire des études de vie métaphysiques. Parce que ça te permet de savoir qui tu es. Oui. Parce que connais-toi toi-même, afin de connaître qui est Dieu. Donc, qui tu es, ton tempérament, ta personnalité, patati patata. Voilà. Mais si tu ne fais pas ce genre si tu ne te fais pas mal à connaître qui tu es, à savoir que tu es égoïste, et à l'admettre, et à voir comment ne plus l'être, parce que ce n'est pas une qualité non plus. D'accord. Voilà. Patriarche, ça fait aujourd'hui 25 ans que je travaille. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain. J'ai une femme avec 4 enfants. Je ne comprends pas, ma vie n'a pas de sens. Est-ce que cela est lié à un blocage? J'aimerais savoir. On va faire la voyance pour savoir ça. Mais il y a plus vieux que toi qui n'ont pas de maison. qui sont en location là où ils travaillent et en location là où ils vivent. Hein? Bon, donc ce n'est pas... De toute façon, une personne doit avoir une maison, c'est vrai. Mais pas plus d'une maison. Sauf s'il veut avoir des maisons pour aider les gens à être logés. Là, on appelle construire
dans le cadre commercial. C'est-à-dire, toi, ton commerce, c'est dans les maisons. Oui. Mais avoir plus d'une maison seule, c'est une gourmandise, comment on appelle ça, foncière. C'est-à-dire, tu veux avoir les terrains partout. Bon, pour qu'après on dise qu'il n'y a plus de terrain. Et après, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens, ils achètent toute la ville. Et après quoi? Puisque après ils meurent. Et les problèmes restent avec ses héritiers, des problèmes des tribunaux indescriptibles, jusqu'à la tuerie. Bon. Donc, voilà, ça c'est la parenthèse. Voilà. C'est un peu compliqué. Très compliqué. Patriarche, s'il vous plaît, comment savoir s'il y a une main mystique sur ma main percée ou alors si c'est naissance? Patriarche, excusez-moi. J'ai dit qu'il y a des possibilités de le savoir en faisant la chiromancie, donc en faisant les lignes, la lecture de la main. Si en faisant cette lecture des lignes de la main, la face palmaire, et qu'on ne trouve pas d'indice, on peut encore faire la voyance. Oui. Ou alors on peut commencer par la voyance avant de terminer ailleurs, puisque quelqu'un qui est en France, là où nous parlons là maintenant, ne peut pas, bon, même s'il filmait sa main, il y a des risques qu'on ne voit pas tout, hein, tout ce qu'il faut voir pour pouvoir lire sa main. Voilà. D'accord. En faisant un scanner. Oui, bon, il peut scanner sa main. Oui. Non, je vais dire en faisant la voyance. Oui, le scanner par la voyance, le scanner de la vie de quelqu'un, c'est la voyance, bien sûr. Oui. Bon, on peut passer par là pour essayer de voir s'il n'y a pas une main mise quelque part, comme on dit, le monde obscur. D'accord. Peut-on se former en métaphysique auprès de vous? Hors antenne. Cette question, on me la pose par l'antenne. D'accord. Le professeur Emmanuel Lipote, on arrive au terme de cette édition. Alors, disons, il faut qu'on en termine avec le dossier de méditation, la solution à nos problèmes, dans le sens à donner des exercices pratiques pour les gens qui nous ont suivis depuis le début. Pas pour les gens qui ont commencé à nous suivre. Et on les conseillerait d'aller sur YouTube et suivre tout ce qu'on a dit. Parce que le mot méditation, c'est ça qui nous a entraîné de parler d'un certain nombre de choses concernant l'alimentation, la respiration, oui, l'éveil spirituel, tout. Bon, maintenant, on peut donc engager quelques exercices qui permettront à ce que nous commençons à dire, voilà comment on médite fondamentalement. Voilà. Donc, on a très peu d'éditions encore devant nous. Et de deux, on a à la demande des téléspectateurs et même des auditeurs de Sud FM, oui, on est obligé de faire toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, des séances d'éveil. Soit les gens vont venir vers nous, soit on va les faire à distance, par vidéoconférence ou par Facebook, on va programmer. Et les gens qui nous suivent, ils peuvent nous écrire s'ils sont intéressés sur l'adresse, le numéro qui se trouve au bas du petit écran, parce que c'est le même numéro qui est au WhatsApp pour cette émission. Et là, on va les informer en attendant que nous puissions publier cela directement. Voilà. d'accord. Ça sera votre mot de fin. Oui. D'accord. Chers téléspectateurs, on a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.